et bienvenue sur Europe 1 dans la libre antenne. Cette antenne qui est à vous pour nous confier un peu de vos joies et de vos peines. Un lieu de partage et d'échange où nous nous écoutons et nous nous répondons. Il est une certitude que nous éprouvons tous les jours, c'est que les vies des uns affectent celles des autres et que leurs relations s'expriment de manière inconsciente. Ce contact avec la vie, avec sa vie, a des conditions qui sont négatives et positives, et c'est ce contact avec soi qui passe par le contact avec l'action, les proches, autrui. Ce qui demande à être dit, ce ne sont pas tant nos blessures personnelles, mais c'est surtout la relation à autrui que cette blessure affecte et qu'elle transforme. Alors, dans cette émission où nous tissons des liens, où nous tricotons un peu de nos vies, on se parle, expérience exceptionnelle et en apparence anodine, mais ce sont nos conversations au cœur de la nuit qui nous inspirent à chacun des commencements de pensée. Alors ce soir, pour se parler, se dire, appelez-nous au standard au 39 21. Paul et Jeanne sont là pour vous y accueillir avec attention. Et c'est Vivian qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels sur le 39 21. Europe 1, Sophie Peters. Et puis avant d'accueillir Anne à l'antenne, nous avons reçu énormément de messages pour vous, Sophie. Je ne sais pas si vous nous écoutez ce soir, mais je sais que vous êtes une fidèle auditrice de l'émission. Sophie, qui est donc passée à l'antenne hier soir pour nous parler de sa fille et de la difficulté qu'elle a à accompagner sa fille dans un cancer du sein, qui repart donc avec des ganglions. Et elle demandait aux auditeurs à la fois soutien et conseils par rapport à la maladie de sa fille. Alors, Sophie, vous avez été entendue parce que de nombreux auditeurs ont réagi à votre témoignage. Alors, je vais vous lire quelques réactions et réconfort de la part des auditeurs, Sophie. Alors, Alice qui vous dit, bien sûr, Sophie, même avec des ganglions sous les bras, ça peut très bien se terminer après le retrait des ganglions. Gardez de l'espoir. Je trouve que vous êtes une super maman. Je vous embrasse. Et puis, Nelly qui dit, ma nièce a eu un cancer du sein à 44 ans, avec curage ganglionnaire. Elle va très bien 10 ans après. Je vous embrasse. Michel qui donne un message pour Sophie. Aujourd'hui, le cancer du sein se soigne bien. La chimio sera plus difficile que l'opération, mais encore une fois, chacun réagit différemment. J'ai eu un cancer du rein, on m'a enlevé le rein. Il faut que Sophie garde le moral et avoir l'amour de tous. Ne pas trop stresser. Il faut qu'elle perçoive des ondes positives. Je suis de tout cœur avec vous, nous dit Michel. Et puis Savannah, dont les deux sœurs ont eu un cancer du sein. Elle avait 8 ans quand sa première sœur est tombée malade et 24 ans quand sa deuxième sœur est tombée aussi malade. Elle dit, j'ai 25 ans, il faut juste être présente. Aujourd'hui, je suis encore plus forte qu'hier. Et puis Grégory qui dit comprendre le désarroi et la tristesse, votre tristesse, Sophie. Votre fille a besoin de votre amour, vous dit Grégory. Rien de plus, rien de moins. Pourquoi parler? Une main tendue, un regard, un baiser en disent parfois bien davantage. Allez la voir quand vous vous sentez apaisé afin de lui transmettre vos ondes positives. Et puis enfin un long message de Marie qui dit, c'est très difficile ce que vous vivez, Sophie, je le sais. Ma famille et moi avons vécu une situation très difficile pendant la maladie de ma sœur. Nous avons investi toute notre énergie pour l'aider. Au début, elle était réticente, surtout par rapport à ma mère, mais elle a compris que ma mère avait besoin de s'investir. Il a fallu s'harmoniser sur la cuisine. J'ai commencé et ma mère a pu petit à petit trouver sa place. Maman et moi avons aidé d'un point de vue pratique, faire une cuisine que ma sœur pouvait manger, aider aux tâches domestiques, faire les courses. On avait besoin d'aider, on s'est rendu compte à quel point certaines personnes sont seules dans la maladie. Petit à petit, Sophie pourra trouver une place pour aider discrètement sa fille. C'est si dur, souvent on ne sait pas quoi dire. Autant dire ce que l'on pense, alors on a besoin de s'investir et d'espérer, il y a toujours de l'espoir. C'est lui qui permet d'avancer. Merci pour vos très beaux et très nombreux messages. Anne, vous êtes là? Oui. Oui, bonsoir Anne. Oui, bonsoir Sophie, oui. Oui, alors moi j'appelais en fait parce que je voulais savoir si c'était normal. En fait, je vois un psychologue depuis 4 ans. Oui. À peu près, et, oui, 4 ans, un peu plus même. Et en fait, cette personne au début... tout se passait bien et au fur et à mesure des séances,
ce psychologue a commencé à m'humilier, à m'humilier, à me dire que je ne valais rien, que je n'existais pas, que ma place n'était pas là, que c'était normal que tout le monde me rejette, que c'était normal que mes parents ne veulent pas de moi, que j'allais finir dans la rue, que je servais à rien, et c'était comme ça revenait sans arrêt. Oh là là, mais Oui. c'est particulier votre histoire, mais ça date d'il y a combien de temps? Vous dites petit à petit, quand il a commencé, comment vous avez réagi? Et c'est-à-dire qu'au début, j'ai pas réagi. Oui. Parce que et en fait, moi, ce qui me semblait, c'est que ça faisait partie de la thérapie. Ah oui. Ah. Donc, je me suis dit, c'est normal. Il essaye de me secouer ou Oui. de me provoquer. Voilà, tout à fait. Je comprends. J'ai dit, d'accord, il faut que je me remette en question, c'est peut-être normal. Donc, je vais essayer d'être plus énergique, plus comme il me demande, et au fur et à mesure, je sombrais encore plus dans la dépression parce que ça m'atteignait au plus profond. Oui, ça se comprend, oui. Et vous en êtes où, Anne, aujourd'hui, dans cette relation, justement? Eh bien, en fait, j'essaye toujours de le voir parce que je vais pas bien du tout, parce Mais que oui. ça a été en s'empirant et en fait, lorsque j'ai besoin de le voir, il ne décroche pas, il ne répond pas à mes messages. Ça, enfin, c'est encore autre chose. Répondre à des messages téléphoniques ou décrocher son téléphone, on prend rarement un patient au téléphone puisque c'est des séances et qui ont lieu dans un cabinet. Donc, il n'y a pas, vous voyez, une ligne, téléphonique ouverte. Mais j'imagine qu'il vous a fixé un cadre. Il y a un cadre thérapeutique entre vous et lui. Non? Mais oui, tout à fait. Mais en fait, ce qu'il me disait, c'est que je pouvais téléphoner lorsque ça n'allait pas. Ah. Ce qui était très bizarre, parce qu'en fait, il me disait ça et que je ne valais rien. Donc, c'était... Mais ce sont ces mots, Anne, ou c'est vous qui l'entendez? Vous voyez, j'essaye juste de comprendre tellement votre témoignage m'étonne de la part d'un professionnel. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il vous dit, ou dans sa posture, que vous ne valez rien, ou ce sont ces mots-là? Il me l'a dit, il m'a dit que je n'existais pas, parce que j'ai dit... pourquoi vous ne m'appelez pas lorsque je vous dis que j'ai envie de me suicider? Il m'a dit, mais parce que vous n'existez pas. Il n'y a pas de raison que je réponde, vous n'existez pas. Mais Anne, si ce soir vous appelez dans la libre antenne pour ces témoignages, c'est bien que vous réalisez un petit peu, vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, enfin qui va pas dans le cadre, qui n'est pas soignant pour vous. Oui, mais c'est pour Oui. ça, c'est ça que je ne comprends pas. Je me dis, c'est pas possible pour une personne soignante d'agir de cette façon. Non, oui. Et alors ça me... Parce qu'en fait, il savait que j'avais des soucis avec mon loyer et tout ça. Et le fait que je vais être expulsée, je veux dire, ça n'a pas d'importance, quoi. C'est ça. Vous l'avez trouvé comment, votre thérapeute? En fait, on me l'a conseillé parce que je faisais une grave dépression. Donc, oui. Et c'est un médecin qui vous l'a conseillé? Non. C'est par relation amicale? Non plus. C'est en fait une assistante sociale. Une assistante sociale. Et vous êtes cette assistante sociale, vous avez pu lui en parler puisqu'elle vous a recommandé cette personne en l'interrogeant pourquoi elle estimait que ce thérapeute était soignant? Oh non, j'ai jamais osé. Je me suis dit qu'elle me croyait, elle me croirait pas. Elle me croirait pas. Elle me dit, j'ai pensé qu'elle me prendrait pour quelqu'un de fou. Que vous étiez pas crédible. Exactement. En fait, c'est comme si votre parole était. Et est-ce que Anne, dans votre histoire de vie, est-ce que c'est une forme de maltraitance que vous avez déjà vécue dans votre histoire personnelle de la part de proches qui vous ont dit que vous ne valiez rien? Oui, tout à fait. Mon père, oui. Oui. Et là, c'est un thérapeute homme? Oui, tout à fait. Mais je pensais que ça faisait partie de la thérapie parce que je lui avais raconté cette histoire, donc. Je pensais que ça faisait partie de la thérapie et que
il me renvoyait ce que j'avais vécu, mais je me suis dit c'est quand même un peu trop exagéré. Ah oui, comme un jeu de rôle en fait, Exactement. comme s'il prenait. Il vous a dit qu'il faisait ce jeu de rôle, il vous l'a expliqué ou Non, ou pas du tout. Non, c'est vous qui en avez déduit que Oui. sans doute ça faisait partie du cadre thérapeutique. Voilà, c'est pour ça que j'appelais ce soir, parce Oui. que je voulais savoir si c'était normal. Non, absolument pas. D'accord. Je vous le dis absolument pas. Et il y a quelque chose qui est juste pas normal, c'est que vous vous sentez de moins en moins bien au bout de 4 ans. Mais C'est j'ai quand voulu même me suicider en fait, et il n'a pas bougé. Et il m'a dit que ça faisait partie du programme. du programme. Oui, que c'était normal dans la psychothérapie que les gens aient envie de se suicider, que c'était pas grave, quoi, que c'était normal. Bah, vous savez, alors là, il n'y a pas de... Si tous les gens qui entament une psychothérapie passent à un moment donné par ce chemin-là, non, c'est pas un passage obligé, non, non. Absolument pas, Anne. C'est chacun est différent, singulier, chaque histoire de vie est différente. Il se peut effectivement que dans un travail sur soi, on rentre dans une phase un petit peu dépressive parce que voilà, on va visiter des zones d'ombre qui sont perturbantes. Alors forcément, c'est un peu comme on traverse une grosse zone de turbulence. Si vous préférez, mais de là à avoir forcément un scénario ou des idées suicidaires quand on rentre en thérapie, ce serait quand même ennuyeux. Ce serait un trop grand risque en plus. Voilà, je me suis dit donc c'est normal, je vais poursuivre puisque c'est normal. Et plus ça allait. En fait, vous êtes en train de me dire que finalement, parce que vous dites cette forme de maltraitance, vous l'avez rencontrée avec votre papa. Oui. Pour vous, finalement, vous êtes toujours dans une forme de normalité par rapport à votre enfance, à ce que vous avez connu. Tout ça est très normal finalement. Voilà, pour moi, je me disais donc c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, c'est normal. Mais là, ça va trop loin. Non, ça va trop loin, Anne. Oui, voilà. C'est bien que vous ayez eu le courage d'appeler ce soir pour nous en parler. Je vous écoute depuis longtemps et tous les soirs je me dis il faut que je vous appelle. Oui. C'est trop grave et puis je me dis j'ai pas la force. Après et là ce soir je pouvais plus. Je me suis dit si il faut quand même. Parce que Alors Anne, il faut surtout que vous trouviez la force, vous arrêter avec cette personne, avec ce thérapeute. Si vous arrivez à avoir le courage d'en parler avec l'assistante sociale, si vous avez quand même un bon contact avec elle, essayez de lui en parler. Mais sinon, surtout, mettez-vous en quête d'un autre thérapeute pour vous très rapidement. D'accord. Très rapidement. Alors, je sais pas si vous avez, un médecin traitant, un généraliste ou des amis ou dans un cercle d'essayer. Mais moi, je dis souvent que pour choisir un thérapeute, il y a comme une petite étude de marché, enfin entre guillemets, le mot est mal choisi, mais il faut le choisir. On se choisit. C'est une relation dans laquelle vous devez choisir. Donc, normalement, enfin, les 3-4 temps, la première séance n'est pas payante. Enfin, il y a beaucoup de thérapeutes dont la première séance, voilà. Et vous en choisissez 2, dans l'idéal peut-être même 3. Vous faites une séance avec chacun et vous voyez avec laquelle de ces thérapeutes-là vous vous sentez le mieux. Et avec lequel le courant passe, de quelle façon vous vous sentez écouté, et puis vous sortez bien toutes vos antennes pour voir comment vous vous sentez, mais même dans l'environnement, dans le cabinet, dans l'accueil, dans la façon dont on vous dit bonjour, dans la façon dont on vous explique le travail, enfin dans tout ça. Et vous choisissez, parce que c'est pour vous, c'est quelque chose que vous faites pour vous, c'est un soin de vous. Oui, je sais bien, vous voyez. Mais aussi il s'est passé une fois où je suis allée sonner parce que ça n'allait pas bien du tout. Et oui. Il m'a mis à la porte et il m'a poussé tellement fort que je suis tombée par terre et sur ce, il a fermé la porte et c'est tout. Je suis restée par terre dans le couloir. Il n'a pas rouvert la porte, rien du tout. Il m'a jetée par terre et je suis tombée par terre et pas plus. Et à ce moment-là, ne vous êtes pas dit mais c'est pas possible, c'est pas, enfin vous le payez ce thérapeute, vous voyez, c'est une relation que vous avez avec lui où il y a quelque chose qui est demandé, il y a une transaction entre vous et lui. C'est pas normal qu'il vous jette. Vous venez pour un soin. Si vous alliez voir un médecin généraliste parce que vous avez mal à la gorge et qui vous jette parce que vous dit non, vous avez pas mal à la gorge et puis rentrez chez vous et puis vous pousse, vous trouveriez ça normal? Non. Bah non. Non. Je suis allée trop loin. Après, je me suis dit c'est peut-être normal. Ça fait partie de
Ou alors Non, Anne. je me comporte pas bien. Non. Je cherchais un petit peu toutes les raisons. Ben oui, mais voyez, vous, un peu comme si vous étiez la mauvaise petite fille, là, hein, qui rejoue quelque chose de son papa, qui est pas dans l'axe de ce qu'on lui demande. Vous m'avez dit tout à l'heure, peut-être que j'étais pas comme il voulait que je sois, ou je répondais pas, mais un thérapeute n'a pas de projet sur son patient à être ce qu'il a à être. Il est. Et c'est déjà formidable qu'il soit. Et un cabinet de thérapeute, c'est un cadre excessivement protégé et protecteur. Si c'est pas ça, c'est juste pas la peine. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est ça, j'arrive pas à... Ben, c'est grave. Enfin, vous voyez, si voilà, si ça signifie simplement qu'il faut que vous preniez vos jambes à votre cou. Anne. Les auditeurs réagissent à votre histoire. Alors, je reçois des SMS. Il y a quelqu'un qui dit: je suis effrayée par ce que vit Anne. C'est immonde. Sauvez-la violemment, mais sauvez-la de ce monstre. Bon, d'accord. Et puis, il y a Alice qui dit: je vous en supplie, Anne, changez de psychologue au plus vite. Il y a urgence. Ce psy ne vous apporte aucun apaisement. Et ce dont vous avez le plus besoin, bon courage. D'accord. Vous voyez, Anne, ce qui serait intéressant de travailler avec en thérapie, dont vous allez trouver vraiment quelqu'un avec qui vous sentez bien, c'est ce niveau de confiance que vous n'arrivez pas à trouver avec vous. Alors c'est fort, encore une fois, vraiment bravo de nous appeler ce soir, parce que faites-vous confiance. Ce que vous ressentez, ce que vous vivez est normal. C'est pas humain ce que vous avez vécu. Et comprenez que sans doute il se rejoue forcément quelque chose de votre histoire d'enfant ou familiale. Pour avoir accepté ça, il se passe quelque chose en vous, dans votre histoire. Sinon, vous n'auriez pas pu accepter ce qui vous fait subir. Mais pourquoi il me fait subir ça? C'est ça que je... Mais s'il est comme ça avec vous, il doit être malheureusement, et je le crains, comme ça avec d'autres patients. Donc ce serait quand même, si vous en trouvez le courage ou étant un peu retrouver vos forces, d'aller voir l'assistante sociale. C'est pas ici à l'antenne d'Europe 1, voilà, qu'on va dénoncer un thérapeute. Mais si ça rendrait service peut-être à d'autres patients qui, si ça se trouve, vivent la même chose que vous. Il n'y a aucune raison, Anne, que vous soyez seule à vivre ça avec ce thérapeute-là. Si vous vivez ça, ça veut dire que d'autres le vivent aussi. Je ne vois pas pourquoi il serait comme ça. Vous voyez, vous n'êtes pas... parce que là, vous êtes dans un syndrome de persécution, dans ce que j'entends. Je me demande, peut-être c'est simplement moi, je ne sais pas. Il y a deux choses, Anne. Soit il y a des faits, vous voyez, et vous savez, moi je ne peux pas juger, mais vous nous racontez ce soir des faits. Si ces faits-là existent, vous n'êtes pas dans la persécution. Vous êtes dans un délire de persécution si, là, vous êtes en train de m'inventer des faits qui n'ont pas eu lieu. J'en sais rien. Vous voyez, vous me le confiez, j'en sais rien. Moi, je vous crois. Simplement, si ces faits ont eu lieu, vous êtes d'accord avec moi que, quelle que soit la personne qui raconte ça, on n'est pas dans un délire de persécution. Il y a un fait. On vous a mis à la porte. Ou on vous a poussé physiquement. Alors, si c'est le cas, là, il faut réagir. Maintenant, si vous avez un ressenti qui est tel que les faits, vous les transformez un peu, bon, peut-être qu'il y a aussi un peu de ce ressenti-là chez vous, mais n'empêche qu'il l'active en tout cas. De fait, au lieu de le soigner, il l'active. Oui, non, j'invente rien parce que j'ai mis beaucoup de temps à vous appeler. D'accord. Non, mais voyez, voilà. De vous joindre, je me suis dit jamais j'oserais en parler. J'ai peur qu'on ne me croie pas. Non, mais je vous crois, Anne. Je dis ça à l'antenne aussi pour les autres auditeurs qui nous écoutent, forcément. Je dis simplement, quand on parle de persécution, forcément que vous avez ce sentiment-là pour l'accepter. Maintenant, c'est sans doute pas un délire puisqu'il y a des faits et que ces faits-là, vous dites qu'ils sont bien réels. Donc, je vous crois, mais encore une fois, c'est très bien que vous ayez trouvé ce courage. Maintenant, vous prenez votre jambe à votre cou. Maryse, qui envoie aussi un message, il faut quitter ce psy en courant et choisir une thérapeute femme. Oui, pourquoi pas. Alors là, pour le coup, un homme, ça peut être bien parce que s'il y avait un souci avec votre papa, pour le transfert, ça peut être bien que ce soit un homme. Maintenant, c'est pas parce que c'est une femme que c'est mieux qu'un homme. Il y a ça c'est pas avéré, hein. Sinon, ce serait du sexisme ordinaire. Mais Anne, il est vraiment temps de partir là, vraiment de partir, et vous ne lui devez rien, hein. Écoutez-moi bien, vous n'avez même pas à le prévenir ou à l'appeler pour lui dire que vous ne venez plus. Vous ne lui devez rien du tout. C'est sûr, mais j'ai peur qu'il me poursuive. Enfin, je ne sais pas. Ah bon?
Ah oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah oui, alors, vous voyez, c'est là où vous activez quelque chose d'un scénario dans une forme de un peu de persécution, si vous avez peur qu'il vous... Excusez-moi, je lui avais dit, Oui. je connais votre émission et je lui avais dit, j'ai envie d'appeler, parce qu'il la connaît aussi, et je lui avais dit, j'ai envie d'appeler cette personne parce que c'était par rapport à mon père. Et il m'avait dit, mais si vous faites ça, je serai obligée de changer de ville. Donc voilà, ça m'avait fait sursauter, quoi, parce que je m'étais dit, c'est bizarre de dire ça, et pourquoi alors? Il vous menace alors? Voilà, c'est ça, donc je me suis dit, C'est du chantage. Mais pourquoi alors Mais c'est son problème, c'est pas le vôtre, Anne. C'est absolument pas votre problème. Y a Flo qui dit courage, fuyez, on vous sent dans une telle souffrance, mais qu'importe, changez de thérapeute. Et puis il y a Toutou qui dit malheureusement il y a des gens très perturbés, même chez les psys. Anne, vous en avez été victime, mais stop. Oui, bien sûr. Il y a des mauvais professionnels. Alors il y a Véronique qui dit il serait même important de porter plainte contre ce thérapeute. Où va-t-on? Je pense pas que vous en sentiez en tout cas la force pour l'instant. Ce qui me paraît déjà très important, c'est de vous occuper de vous. Et d'aller voir un autre thérapeute en expliquant bien tout ce que vous m'expliquez et en essayant de démêler les fils, parce que vous voyez, il y a à la fois votre scénario de personnes qui se sentent sans doute un peu facilement persécutées qui s'active, et puis il y a sans doute aussi ce personnage qui est loin d'être recommandable. Donc il y a les deux faces, vous voyez, d'un même problème. Oui, c'est ça. Donc là, vous êtes comme accrochés. D'ailleurs, un peu l'un à l'autre, parce que lui vous maltraite et vous restez dans cette maltraitance. Donc, chacun a activé quelque chose chez l'autre. C'est pas possible de rester là-dedans, de toute façon. Oui, d'accord, mais... Il y a David qui dit, Anne, votre psy est ignoble, j'ai eu la même chose, j'ai pris un autre psychiatre. Vous voyez ? Ah, d'accord. Et puis, Kelly qui dit, ah oui, cette assistante sociale est peut-être dans le même état d'esprit que le psy d'Anne, il faut qu'il y ait une enquête, c'est trop grave, Anne doit porter plainte. Oui, j'y ai pensé, mais j'ai toujours eu peur qu'on ne me croie pas, c'est pour ça, je me dis... Bon... Mais Anne, regardez, vous voyez, vous nous appelez ce soir, moi je vous crois, et tous les auditeurs qui envoient des messages vous croient aussi. Oui, mais imaginez, parce que lorsqu'on va voir un psychologue, c'est que l'on est fragile, et si on porte plainte, les gens vont dire... Oui, cette personne est fragile, c'est normal qu'elle... elle a inventé tout ça parce qu'elle est fragile, elle invente et c'est pas vrai, et on croira forcément à la personne d'autorité. Alors, l'urgence, c'est de vous réparer et de retrouver des forces. Et quand vous aurez retrouvé des forces, effectivement, à ce moment-là, il sera encore temps d'agir. Pour l'instant, l'urgence, c'est vous. De toute façon, l'urgence, c'est de sortir de cette relation. Déjà, ça c'est le premier point. Et puis d'essayer de reprendre un petit peu confiance en vous et ensuite effectivement de mener l'enquête. Faut essayer de faire ça dans l'ordre, Anne, d'accord ? Oui, d'accord. Et prenez votre courage à deux mains et ne donnez pas de nouvelles. Vous ne lui devez rien, d'accord ? D'accord, pas de nouvelles alors. Non, vous ne lui devez rien, vous n'avez pas à le rappeler. Vous pouvez arrêter à partir du moment où il y a une maltraitance. Il y a Luna qui demande, est-ce vraiment un psy diplômé ? Vous pouvez peut-être faire une petite recherche sur Internet avec son nom pour voir ce que ça donne. Hein. J'ai pas Internet. Ah d'accord. Ou quelqu'un qui le fasse pour vous. Mais bon, en tout cas, allez vite vous réparer et arrêtez le plus rapidement possible cette relation. N'allez plus chez ce psy. D'accord. Quoi qu'il arrive, d'accord ? D'accord. Bon. Je vous fais confiance, hein. D'accord. Bon courage, Anne. Merci de nous avoir appelés. Merci. Au revoir, bon courage, merci. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Bonsoir Jean-François. Allô, Sophie ? Oui, bonsoir Jean-François. Bonsoir, c'est Jean-François, oui. Merci de me recevoir dans votre émission que j'écoute avec plaisir. Mon cas n'est pas aussi grave que le précédent, heureusement. Mais malgré tout, c'est quand même une souffrance psychologique aussi pour moi. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous expliquer rapidement, voilà.
Je suis à la retraite, je suis retraité de l'enseignement, j'ai 63 ans, j'ai perdu mon père, j'avais 24 ans et lui 58 ans d'un cancer du poumon. Et là, je vais perdre ma mère. Là, elle a heureusement un grand âge, elle a 94 ans. Oui. Mais elle a la maladie d'Alzheimer, elle a du diabète et elle a un cancer. Oui. Alors, vous voyez, c'est très lourd. Oui. Alors, je m'en suis occupé pendant 2 ans, seul. Il y avait juste l'infirmière. Vous êtes fils unique, Jean-François ? Pardon ? Vous êtes fils unique, pardon ? Oui. Alors, je suis fils unique. D'accord. Oui. Alors, il y a juste l'infirmière qui venait le matin pour la piqûre d'insuline, puisqu'elle est diabétique, et il y avait quelqu'un pour sa toilette. Oui. Mais tout le reste, je le faisais. Oui. Les courses, le ménage, etc. Et je la nettoyais elle aussi, parce que bien souvent, elle faisait sous elle, et j'étais obligé de tout nettoyer. Oui. Alors, vous voyez que pour moi, c'était très lourd. Oui. Alors, ça a duré pendant 2 ans. Et maintenant, elle est hospitalisée. Bon, moi, je n'ai plus rien à faire. Ce sont les équipes hospitalières qui s'en occupent. Oui, mais maintenant, ce dont je souffre énormément, c'est la solitude. Parce que, comme je viens de vous dire, je suis fils unique. Oui. Et figurez-vous que j'ai été un enfant adopté. Je suis pas un enfant naturel. Oui. Ce qui fait que j'ai adoré mes parents. Oui. Et de ce fait, je n'ai ni frère ni sœur, personne. Je n'ai pas de famille. Et de ce fait, je vais me retrouver donc tout seul. Oui, puis vous êtes beaucoup occupé de vos parents, en fait, toutes ces années. Oui. Non, enfin de ma mère. De votre maman. Que mon père, il était jeune. 13 mois, ça a été assez rapide, malheureusement. Mais d'un autre côté, il s'est pas vu trop souffrir. Quoi. Mais ma mère, c'est pas pareil. Ça fait déjà plus de 2 ans que ça dure et c'est vraiment oui, mais ça occupait tout votre temps. Donc, ça occupait tout votre temps. Mais ça. Oui, et donc pas d'autre temps. Alors, il y a dans l'enseignement, puisque j'étais instituteur, il y avait beaucoup de femmes. Il y a davantage de femmes que d'hommes dans ma profession. Alors, malgré cela, j'ai vécu quelques années avec une enseignante. Vous-même, vous n'avez pas eu d'enfant Pardon, alors justement, j'y venais. Ah oui. J'ai vécu quelques années avec une enseignante, donc, en maternelle, et elle ne voulait pas d'enfants. Elle s'occupait des enfants des autres, mais elle n'en voulait pas. Alors, on est restés, 5 ans ensemble, et puis à la fin, on s'est séparés, parce que moi, je désirais au moins un enfant, et elle n'en voulait pas. Tant pis. C'était son choix, et alors on s'est séparés. Et depuis donc 18 ans, je n'ai plus retrouvé personne. Alors là, je suis à la retraite depuis 7 ans et demi, et ça fait 5 ans que je cherche activement, et je n'ai trouvé personne parce que dans ma situation, j'ai l'impression que ça fait fuir les femmes. C'est-à-dire quand vous dites dans ma situation? C'est-à-dire le fait que je sois seul et que je m'occupais à ce moment-là de ma mère. Plus maintenant, mais je m'en occupais avant. Alors, vous comprenez, ça ne leur disait rien de rentrer dans ce cas de figure. Là, le cas de figure change. Voilà, alors maintenant ça change puisque je suis libre dans quelque sorte. Bon, mais alors, je vous dis, je souffre affreusement de la solitude parce que je suis un homme sensible, affectueux, et j'ai besoin d'affection absolument, quoi. On a tous besoin d'affection. Quelqu'un qui peut vivre sur lui-même constamment, vous voyez. J'ai besoin d'échanger avec les. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Vous croyez? C'est plutôt une bonne nouvelle, Jean-François. Je crois pas qu'on soit très nombreux à être fait pour vivre tout seul, replié sur nous-mêmes, à nous regarder le nombril. Voilà. C'est pas très riche comme vie, c'est pas très intéressant. Voilà. Mais oui. Mais alors, Jean-François, vous avez des. C'est le désert, quoi. Mais vous avez des hobbies ou des passions qui vous permettent de rencontrer des gens, des amis? Un homme, justement, ce que je souhaiterais chez une femme, c'est qu'elle soit pareille, c'est-à-dire qu'elle aime les belles choses. Mes parents m'ont appris à apprécier les belles choses, c'est-à-dire les musées, les visites de musées, de châteaux. Mon père faisait des belles photos, alors il m'a appris la photo. Il m'a initié à la musique classique, alors j'adore la musique classique.
Le cinéma aussi, mais le cinéma, j'y vais rarement parce que je cherche des films de qualité. Oui, oui. Voyez, le dernier film que j'ai vu, c'est Hannah Arendt, non. C'était sur les moines de Tibérine, vous savez, qui avaient été assassinés. Oui, tout à fait. Je me rappelle plus du titre. Oui, je vois avec Lambert Wilson. Oui. Remarquable. Voilà. Vous voyez, c'est un genre de film comme ça qui me plaît. Oui, je comprends. Voilà. Il y en avait un autre sur Lucie Aubrac aussi, que j'avais vu, qui était remarquable. Oui. Vous voyez, des films comme ça, moi j'aime. Des films authentiques, quoi. Mais pas les choses faut que vous alliez voir Hannah Arendt, alors. Du sexe, ou non. Oui. Ça me plaît pas. Oui. Je préfère des choses plus proches du réel, vous voyez. Oui, je comprends. Voilà. Je comprends. Mais dites-moi, Jean-François, avec toutes ces qualités-là, ça me paraît très, très étonnant que vous soyez tout seul. Justement, ça m'étonne aussi. Ah parce oui, que, oui. On est deux, là. Vous savez, les femmes que j'ai rencontrées, j'en ai rencontré beaucoup. Hein. Alors, vous ne seriez pas un peu difficile, Jean-François, du coup? Vous ne seriez pas un peu trop exigeant, si je peux me permettre? C'est pas ça, mais non, au contraire, moi, les femmes que je rencontrais, à chaque fois, je me montrais aimable. Je faisais des cadeaux, tout ça, je me montrais charmant avec elles, et il n'y a pas eu de suite à chaque fois. Je vous dis, c'est dû sans doute à la situation que j'avais, la situation familiale. C'est sans doute ça qui les faisait fuir. Bon, alors là, ça va vous peut-être reprendre un peu de courage, alors. Oui. Mais alors, ce que je voulais vous demander justement, c'est si parmi vos auditrices, il y aurait quelqu'un dans la soixantaine, vous voyez. Est-ce que la Libre Antenne fait site de rencontres? Ça, j'en suis non, c'est pas ça. Je vous taquine, Jean-François. Rencontrez beaucoup de monde, je voulais vous demander si par hasard, il y aurait quelqu'un qui pourrait me correspondre et... vous savez, je suis pas habilitée, je pense pas que la Libre Antenne d'Europe 1, mais peut-être un jour, mais on n'est pas encore branché. Il y a tellement de sites. Oui, c'est ce que m'a dit votre collaborateur. Oui, je crois que vous a dit Paul. Non, je suis par contre persuadée que des auditrices vont être tout à fait séduites par vos propos. J'en doute pas. Donc effectivement, si on saura vous donner des contacts. Alors, ce que je peux vous donner comme information autre, c'est que je mesure 1m70. Non mais attendez, Jean-François, d'accord. Mais Jean-François, encore une fois, la Libre Antenne n'est certainement pas un site de rencontre ni là pour mettre les gens en relation. Ce serait peut-être quand même intéressant que vous profitons de votre appel, puisque c'est quand même une émission où on parle de soi et on se questionne et on s'interroge et on se demande un peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Si vous voulez, c'est comme un appel au secours que je vous adresse, parce que la solitude constante, c'est très pénible. Hein. Oui, vous avez raison. La vie, c'est pire que la vie d'un moine, vous voyez, parce que les moines, ils sont en communauté. Bien sûr. Et moi, je vois personne. Non, mais ce qui serait bien, Jean-François, parce que là, vous m'avez parlé de hobbies, intellectuels, mais qui sont quand même, qui restent très solitaires. Ce qui serait bien, c'est peut-être, que vous investissiez un peu, puisque vous êtes retraité dans une association, du bénévolat, et vous allez rencontrer, il y a énormément de femmes dans le bénévolat, dans la soixantaine, et vous avez peut-être, vous qui êtes instituteur et qui avez sans doute plein de talents, mettre à disposition d'associations où le but pourrait vous convenir. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, du bénévolat, évidemment, mais vous savez, j'ai déjà donné pas mal de moi-même avec ma mère. Non, mais je comprends bien, mais quand je vous dis ça, je vous parle de rencontre, de partager avec d'autres. C'est la rencontre, encore une fois. Vous voyez, c'est que vous allez, en vous investissant dans un cercle associatif, je parle de bénévolat parce que je parle d'association. J'en ai entendu parler. Voilà, vu votre et puis vous êtes ouvert sur plein de choses. Vous pourriez non seulement, parce que la solitude, la briser, c'est pas seulement avoir une compagne le soir pour dîner ou pour sortir ou pour voir un film. C'est aussi parler de tout. Mais tout à fait, Jean-François. Donc dans une association engagée dans un but, encore une fois, qui vous conviendrait et quelque chose qui vous parle, qui a du sens pour vous, et du coup vous feriez des amis, vous pourriez aller dîner le dimanche, le week-end, faire des choses ensemble. Donc regardez dans votre ville, qu'est-ce qui vous tente, voyez, qu'est-ce qui vous tente, et à ce moment-là, la rencontre, elle va se faire naturellement.
et bien plus facilement que... Et pourtant, j'ai rencontré, je vous dis, j'ai rencontré 35 femmes. Alors, vous voyez, ouh là là. C'est pas une, 35. Quel tableau de chasse, Jean-François. Vous vous rendez compte. Alors, vous voyez que je me suis démené. Oui. Malgré tout, ça marche pas. Non, alors justement, peut-être qu'il faut lâcher l'objectif de cette rencontre, vous investir dans quelque chose de plus associatif et de plus en relation avec les autres. Et puis là, peut-être vous allez trouver une compagne qui sera à côté de vous en train de faire, je sais pas, des petits sandwichs, des canapés, j'en sais rien, que sais-je. Voilà. Ça, la cuisine, je sais la faire. Et voilà. Alors, ça peut être une bonne idée. Alors, il y a des auditeurs, qui vous disent, vous avez été un bon fils, vous devez vous occuper de vous. Vous êtes encore jeune, cultivez, beaucoup de femmes aiment ça. Moi aussi, je suis intéressée, dit Flo. Et puis, il y a un autre auditeur qui dit, je voudrais dire toute mon affection à cet auditeur qui parle avec autant de tendresse de ses parents adoptifs. Moi qui ai connu l'échec d'une adoption, bonne chance à lui. Ah oui, en effet, oui. Moi, j'ai eu la chance, à ce point de vue-là, d'avoir des parents extraordinaires. Et c'est pour vous dire, quand j'ai été adopté, j'étais dans un orphelinat tenu par des sœurs. Oui. Et donc, j'ai été adopté à l'âge de 2 ans. Ah oui. Et à chaque fois qu'il rentrait des gens pour venir adopter un enfant, je leur tournais le dos avec mon nounours. Et c'est quand mon père est arrivé avec ma mère que je leur ai tendu les bras et que je leur ai donné mon nounours. Ah, c'est merveilleux votre histoire. Vous les avez choisis. Oui, vous avez choisi. Alors c'est sans doute instinctivement, j'ai senti de l'affection chez eux qu'il n'y avait pas chez les autres personnes. Oui, sans doute. Parce que moi, je suis quelqu'un de très sensible. Comme j'ai été abandonné, alors c'est ça que j'ai besoin d'affection, quoi. Oui, voilà. C'est d'autant plus important pour vous. C'est pour ça qu'encore une fois, de vous investir dans une communauté un peu associative, dans quelque chose qui vous parle, vous ferez du bien parce que vous allez retrouver une forme de famille. Alors il y a Benjamin qui a 17 ans qui dit bravo à toi Jean-François pour ta gentillesse envers ta mère. Quel courage. C'est normal que tu te sentes seul. Reprends contact avec tes collègues, ils comprendront. Ah oui, mais alors les collègues de travail, justement, ils m'ont jamais donné de nouvelles depuis que je suis à la retraite. C'est pour ça que, vous voyez, j'ai été seul, il y a eu une coupure dès ce moment-là. Oui, quelquefois ça arrive. Ça dépend des collègues. Non, mais ça dépend des milieux. Et il y en a d'autres, c'est pas pareil. Oui. Bon, surtout dans l'enseignement, vous savez, ils sont souvent assez indifférents. Ça peut être un métier où on peut être un peu isolé aussi, puisqu'on est seul face à une classe. Non, parce que vous savez, les réunions, on en avait beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Alors on était souvent ensemble. Ah oui. Non, mais c'est pas ça, c'est que ou je leur plaisais pas, ou je sais pas. Enfin bref, je vous dis, du jour au lendemain, j'ai plus eu de nouvelles. Et pourtant, j'ai fait ce qu'il fallait, pour essayer de rentrer à nouveau en contact avec eux, mais. Pas moyen, Bon, Jean-François, bon courage et bonne chance à vous. D'accord. Merci de nous avoir appelés. Puis pensez à ce que je vous ai dit. Je voulais vous demander, est-ce que je pourrais laisser mes coordonnées hors antenne s'il y a des femmes qui seraient éventuellement intéressées? Non, écoutez, ce sont les personnes qui ont envie éventuellement de dialoguer avec vous. On a vos coordonnées puisque vous nous avez appelés. Bon, d'accord. Merci Jean-François, merci de votre appel. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et puis avant d'accueillir Michel à l'antenne, alors des messages d'une part à tous les auditeurs qui ont laissé des messages à Sophie au sujet du cancer du sein de sa fille. Alors voilà, Sophie était très très touchée, elle a envoyé un petit message pour tous vous remercier. Concernant Jean-François qui vient de nous appeler, alors Jean-François, c'est vrai que des auditeurs ont des bons conseils à vous donner. D'une part, il y a Mélodie qui vous conseille d'aller sur OVS, c'est un site, c'est effectivement OVS, c'est On va sortir, et elle dit il y a tout plein de femmes, bon courage, mais surtout effectivement c'est un site où on peut faire des sorties dans un cadre associatif avec des thèmes, vous qui aimez la culture. Et puis il y a Amandine qui également vous conseille de participer à l'association des Amis du musée de la ville, ou l'association volontaire au service de l'art. Allez voir leur site, vous irez à des conférences où vous rencontrerez des personnes qui partagent vos goûts. Voilà, c'est une bonne idée. Et puis enfin, pour Anne qu'on avait en début d'émission, Anne, il y a Farah, et on pourra vous mettre en relation hors antenne, qui veut bien vous aider en fait à défusionner
de votre psy actuelle et peut-être vous accompagner un petit peu dans cette démarche. Et puis Magali de Caen qui dit j'ai une psy qui m'a rabaissée jusqu'au jour où je lui ai dit ce que je pensais de ses dires et qu'il fallait qu'elle change de métier. Tous les auditeurs sont avec vous. Courage. Voilà pour vous, Anne. Et puis enfin merci à Nicole de Strasbourg pour son très gentil message. Michel, vous êtes là ? Oui, je suis là. Oui, bonsoir Michel. Oui. Alors, c'est curieux parce que je passe après Jean-François qui est un professeur à la retraite. C'est ce qu'on se disait avec Vivian. Je suis moi-même professeur à la retraite. Voilà. Depuis une quinzaine de mois. Bon, j'ai eu une opération du genou depuis. Et puis, effectivement, c'est la retraite, quand on est dans l'enseignement, est une coupure très importante parce que nos collègues sont très pris par leur travail et on a beaucoup de mal à rester en contact avec eux. Mais moi, j'ai décidé pour occuper mon temps, de continuer à m'occuper de mes élèves, mais d'occuper d'élèves, mais sur un plan aussi méthodologique. Alors, je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur pendant 10 ans. Je n'ai pas travaillé parce que je me suis occupée d'une de mes filles handicapées qui, à la suite de souffrances néonatales, et le médecin m'avait demandé de ne pas travailler pour m'en occuper. Et elle était donc handicapée, donc différente. Et ma fille m'a appris énormément de choses. Le droit à la différence. Chaque être est différent avec ses capacités et ses défauts, mais ses qualités. Et j'ai été professeure principale en seconde pendant 26 ans. Dans un établissement privé sous contrat. Et j'ai beaucoup aimé ce métier, cette partie de mon métier, parce que, en fait, bien sûr, je faisais des cours de physique-chimie, mais ce qui m'intéressait, c'était la relation avec les jeunes. Et pendant ce rôle de professeur principal, j'ai développé petit à petit ma méthodologie, que tout ce que j'ai pu glaner à droite et à gauche, et je continue à travailler sur la méthodologie. Et j'essaye de trouver des élèves et d'aider des élèves par la méthodologie, parce que moi, je considère qu'actuellement, on fait des têtes trop pleines, alors qu'il faudrait mieux des têtes bien faites. Voilà, exactement. Vous avez raison, Michel. Et avoir des méthodes, ça peut beaucoup aider, plutôt que d'emmagasiner énormément de connaissances. Excusez-moi, il y a des moments où j'ai un peu de mal à parler. Non, mais on vous entend bien, on vous suit bien, Michel. C'est un peu l'angoisse. Non, il n'y a pas de souci. Bon, et donc, et vous parliez... je suivais souvent des élèves de lycée plutôt. Et là, je m'occupe en bénévolat. Je rejoins ce que vous disiez à Jean-François tout à l'heure. Il y a des tas de possibilités de bénévolat. Moi, j'ai eu une fille handicapée. C'est vrai que j'aurais du mal à aller dans un centre que je ne connais pas et m'occuper de personnes handicapées. Dans le centre de ma fille, il n'y a aucun problème parce que je suis connue. Dès que j'arrive, on m'embrasse, on me connaît. Mais je comprends très bien Jean-François qui dit « Moi, je ne pourrais pas m'occuper de personnes âgées. » Et ça, je le comprends tout à fait. Mais dans le bénévolat, il y a une telle possibilité. Oui, bien sûr, c'est ce que je lui dis. Il y a vraiment des tas de possibilités de rencontrer des personnes. Et là, donc, vous vous occupez donc d'élèves, c'est ça ? Et là, je m'occupe donc d'une jeune élève de 5e. Et autant je connaissais le problème du manque de concentration chez les adolescents de seconde, première ou terminale, à cause de tout ce qu'on a actuellement, les portables, Internet, les jeunes dorment plus assez. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils restent tout le temps connectés. C'est une véritable et puis ils se couchent trop tard. L'élève que j'ai en 5e, en revanche, est très bien surveillée par sa maman. Elle, c'est une élève qui est sérieuse, qui est travailleuse, mais qui a un très gros problème, c'est un problème de concentration. Et j'aurais aimé savoir si parmi vos auditeurs,
vous auriez des personnes qui pourraient me donner des tuyaux pour cette concentration. Je suis un peu déroutée, hein. Voilà, je suis déroutée. Alors, et je ne sais pas quelle solution trouver moi, pour l'aider. Michel, j'ai une question à vous poser par rapport à cette jeune élève. Oui. Parce que, en fait, souvent, on sait ça en termes de psy, un problème de concentration chez un enfant, enfin un préadolescent, là, ou adolescent, 5e, c'est souvent parce que autre chose le préoccupe. Ou la préoccupe, enfin, c'est une jeune fille, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Et il se peut, si vous voulez, alors je ne sais pas quelle est la situation familiale, est-ce que ça peut être des amis ? Pas facile, hein, ça n'est pas facile. Voilà. Alors, vous savez, c'est même comme un petit enfant. C'est quand un enfant joue, il élabore psychiquement quelque chose avec lui-même sous un regard bienveillant d'adulte, de maman pas loin, de papa pas loin, ou de frères et sœurs, etc. Quand l'environnement familial ou amical, émotionnel, sentimental d'un enfant est perturbé, comme il n'a pas de repère dans ce monde-là, il ne sait pas quoi en faire, il ne sait pas quelle est sa place, il ne sait pas est-ce que c'est à cause de lui, pas à cause de lui, pourquoi c'est comme ça. Et donc, cette préoccupation empêche la concentration à l'école ou sur des matières. C'est-à-dire que là où il devrait se concentrer sur sa vie, les vies autour de lui prennent beaucoup d'énergie. Donc c'est peut-être le cas de cette jeune fille. Encore une fois, je ne connais pas Elle a été suivie. Oui. En psychothérapie, oui. Mais elle a arrêté parce qu'elle en avait assez, et puis ça a duré quand même plusieurs années. Sa maman s'en occupe bien, elle a une grand-mère aussi qui s'occupe bien d'elle. Oui. Alors, je sais bien, c'est pas un contexte familial normal, entre guillemets. Ou facile, on va dire. Moi, le mot normal me vient toujours parce que qu'est-ce qu'on appelle normal, en fait. Oui, on va dire que c'est pas facile. Hein, voilà, c'est ça. C'est pas facile. Alors, moi, j'ai essayé la méthodologie, c'est-à-dire que, par exemple, lecture d'énoncés, j'ai vraiment visé la lecture d'énoncés. Je fais les corrigés de contrôle de maths à chaque fois avec elle pour qu'elle comprenne bien. Mais il y a alors, je suis d'accord avec vous sur le contexte, si vous voulez, mais comment puis-je l'aider, moi ? Eh ben oui, pour vous. Alors, ce qui est difficile pour vous, c'est sans doute, enfin, il faut vous décentrer un peu. Vous pouvez bien sûr pas être sa thérapeute, c'est sa psy, mais qu'elle comprenne que vous comprenez un petit peu, en tout cas, ce qu'elle vit ou dans quoi elle est émotionnellement, pour vous adapter un petit peu à son enveloppe psychique, sans doute un peu mouvante, si elle a vécu quelque chose avant le cours ou quelque chose l'attend après. Donc, simplement lui faire comprendre que vous savez suffisamment d'elle pour comprendre que c'est pas toujours facile. Alors sans la prendre en charge et la porter, sans être sa psy en lui faisant raconter sa vie, mais simplement avec, vous voyez, c'est presque dans une posture d'écoute ou de patience qu'elle peut bouger, cette jeune fille. Pas en le disant comme je le dis. Alors, il y a Néjoud qui est donc prof qui envoie SMS en disant « Faites vos cours via les outils informatiques et comme par enchantement, les élèves sont plus concentrés, parole de prof. » Ben oui, je sais bien, mais alors là, moi, si vous voulez, via informatique... Là, c'est un peu plus difficile quand même. Oui. Surtout sur ce plan-là, parce qu'en fait, il se lie, il se forme une relation entre nous deux. Et puis, j'ai bien dit que moi, je continuerai pendant des années parce que Michel, ça m'intéresse. Elle a une grand-mère, cette jeune fille. Ah, d'accord. Oui. Non, parce que je pense à votre âge et un lien avec vous. Parce que ce qui est intéressant, si vous voulez, entre vous et elle, c'est qu'avec sans doute beaucoup, et je l'entends dans votre voix, de douceur, de concentration sur elle et pas elle sur vous. On va inverser. Elle va se sentir un peu plus en confiance et du coup, ça peut lui créer un univers protégé d'être avec vous qui va lui permettre d'accéder à sa concentration. Pour l'instant, elle n'y arrive pas parce que sans doute elle est agitée et que peut-être que vous restez bien sûr dans vos outils de professeur, vous avez un objectif, vous savez vers quoi vous voulez aller. Elle sait pas bien. Il faudrait peut-être lâcher un peu sur votre attente envers elle pour qu'elle arrive à vous donner satisfaction, peut-être. Vous voyez. Elle le sait très bien. Elle le sait. Elle sait très bien que j'attends pas de miracle, entre guillemets. Je lui dis, écoute,
tu as eu 9,75 au dernier contrôle, si tu as 12 au prochain, mais pour moi, ce sera génial. Tu me feras un plaisir immense. Mais si tu l'as pas, c'est pas une catastrophe non plus. Oui. Si vous voulez, j'essaye de pas lui mettre trop la pression parce que je sais, curieusement, c'est aussi une des choses qui m'intéresse. J'avais rencontré, il y a un petit voisin qui, quand il était en primaire, adorait l'école. Je l'ai rencontré récemment, il est en 4e. Il me dit, j'aime plus l'école. Alors, je lui dis, tu aimes toujours autant l'école? Il me dit, non, j'aime plus. Je dis, mais pourquoi? Parce que tout le monde nous met la pression. Oui, non, mais c'est très dur ce qu'ils vivent. Oui. Vous vous rendez compte, même en quatrième, les parents et les professeurs leur mettent la pression. Oui, vous avez raison. Alors, en seconde, on met la pression parce qu'il y a l'orientation, si vous voulez. En première, il y a oui, non, mais vous avez raison, après le bac. Là, au collège, moi, je suis un peu affolée de voir des enfants auxquels on met telle pression. C'est pour ça, la petite que je suis, là, enfin, la petite, si elle m'entendait, bon, elle est en préadolescence. Elle fait déjà 1m75. Non, je plaisante. Cet après-midi, si vous voulez. Bon, mais je mets pas du tout la pression. Oui, non, mais j'entends bien votre voix, Michel. Mais sans doute, elle a et peut-être vous pouvez aussi essayer, si vous pouvez dans votre emploi du temps avoir de la souplesse, soit dans le temps de cours, soit avec des pauses. Vous voyez, quand vous sentez qu'elle décroche, de vous adapter à son niveau de concentration à elle pour l'aménager et qu'elle y trouve un confort, qu'elle arrive à retrouver un repère. Parce que sans doute elle peut être perturbée par quelque chose qu'elle vit, et si un jour vous avez un cours avec elle et vous voyez qu'elle elle est pas dans son assiette ou elle est pas là, dire moi je sens bien qu'aujourd'hui ça va pas tellement, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, on va peut-être adapter, on va peut-être faire qu'une demi-heure et puis la prochaine fois on prend un peu plus, ou on va arrêter, ou on va peut-être, vous voyez, elle va sentir que vous vous adaptez à elle, et du coup ça peut monter son niveau de concentration parce que ça va lui augmenter avec votre bienveillance un peu de souplesse, de douceur dans quelque chose où elle va se sentir protégée. Donc vous pouvez la voir revenir vers vous en termes de concentration. Oui. Alors moi, la question que je me posais aussi, c'est que ces problèmes de concentration, si elle les a avec moi, dans un univers un peu protégé, parce que quelquefois ça se passe dans sa chambre, elle a son secrétaire ouvert et on travaille. Et donc, il y a, à part la petite chatte qui se balade, il n'y a pas d'autres perturbations. Ces problèmes de concentration, elle les a aussi en classe. Sûrement, Michel. Et alors, c'est elle aussi qui devrait faire quelques exercices. Oui, alors justement, Michel, je vais devoir vous quitter parce qu'on arrive au journal, mais juste vous dire que on va vous mettre en relation en antenne avec une orthophoniste, parce qu'elle s'intéresse aux troubles d'attention auxquels elle est confrontée quotidiennement, et j'y pensais qu'elle puisse aller voir une orthophoniste. Donc on va vous mettre hors antenne avec elle. Bon courage, Michel. Merci de votre témoignage. C'était très intéressant et bravo pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Beaucoup. Bonsoir. Merci, au revoir. Sur Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure de direct, d'échange, de partage, pour parler, pourquoi pas, de vos projets, de vos désirs et de vos envies. L'antenne est à vous, il vous suffit de composer le 39 21 pour partager avec nous vos préoccupations ou des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous et avec les auditeurs par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit, ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. N'oubliez pas aussi que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions, auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Jeanne et Paul et Vivian à la réalisation. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et puis nous accueillons Florence. Florence, pour rebondir sur l'histoire de Michel que nous avions juste avant le journal de minuit, vous vouliez apporter votre témoignage. Oui, alors c'est juste
Bonsoir Sophie. Bonsoir Florence. C'est juste dommage que je l'ai raté de quelques minutes, cette auditrice. J'étais concentrée justement sur les papiers de collège de mon fils. Oui. Et du coup, j'ai prêté l'oreille, j'ai toujours la radio en fond. Oui. Et alors, j'ai pas entendu l'âge de l'enfant. Alors, c'est une jeune fille qui est en classe de 5e. Qui est en 5e, d'accord, voilà. Oui, qui est bien au collège. Alors, j'ai eu le même problème avec mon fils. Elle doit avoir 12 ou 13 ans, oui. Voilà, j'ai eu le même problème avec mon fils suite à beaucoup de choses, séparation, il y a un contexte familial extrêmement compliqué, même avec les grands-parents, etc. Et en fait, de par mon expérience et les diverses discussions que j'ai eues avec les spécialistes, le problème de concentration est effectivement toujours dû à un mal-être ou à un contexte familial. Donc effectivement essayer de décanter ou d'apaiser les choses ou de voir ce qui se passe. Et le problème de concentration, moi j'ai passé de sacrées années dès les premières années de primaire, hein, donc ça a été très très dur. Et au final à force de taper à toutes les portes et trouver le spécialiste, je suis allée au CMPP, au centre médico-psychologique. Oui, pédopsychologique, oui. Exactement, pour les enfants. Il y en a un dans chaque ville. Voilà, on a commencé par un suivi psychologique, lui et moi. C'est-à-dire d'abord lui, mais elle m'entendait aussi, donc, du fait parce que forcément, ça crée des tensions au sein de l'école, avec les équipes. Les maîtresses ne savent plus comment prendre ses enfants. Donc forcément, cet enfant de 5e, je suppose qu'à l'école, c'est le même problème. Bah oui, ce que disait Michel en fin de son témoignage, elle disait très certainement, elle doit avoir du mal à se concentrer en classe aussi. C'est évident. Ce qui se passe à la maison, au niveau des devoirs, forcément, à l'école, ces enfants-là décrochent. Au bout d'une heure, c'est fini. Ils se tortillent sur leur chaise. Ils n'y arrivent plus. Ils papotent. Ils parlent. Et du coup, ça perturbe. Et les maîtresses qui punissent. Enfin bon, voilà. Donc, c'est vraiment... Et on a commencé par un suivi psychologique pendant une bonne année, voire 2 ans, une bonne année et demie. Et puis au final, tout doucement, elle nous a dirigés. Quand on a commencé à bien décanter les choses, elle nous a dirigés. Alors, j'ai jamais su sa qualité. À chaque fois, moi je disais éducateur, mais ça devait pas être un éducateur. Au CMPP ? Au CMPP. Ah, mais ce sont des psychologues, hein ? Oui. Ce sont des psychothérapeutes, oui. Mais la personne qui après l'a pris en charge pour le problème spécifiquement concentration. Ah, peut-être orthophoniste ou non, c'était pas un orthophoniste. D'accord. Alors au départ, la première séance, je me suis dit, on n'y arrivera jamais parce que c'est sûr que ça doit être adapté à l'âge de l'enfant puisque. Oui, alors c'est ce que j'allais vous demander. Il avait quel âge votre fils à l'époque ? Quand on a commencé. Devait avoir au niveau avec ce monsieur-là, j'essaie de me rappeler 8 ans, 7 ans, 7, 8 ans, quelque chose comme ça, je pense. Et il a commencé par des jeux, en faisant des jeux. Et quand je suis sortie à la première séance, je me suis dit, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il avait fait avec et des jeux. Donc, je me suis dit, mais on va jamais y arriver. Et c'est étonnant. Ah, mais si, oui. En une année. Mais oui. Alors, il y avait eu tout le travail psychologique en amont. Forcément avec lui et avec moi, puisque forcément le parent est responsable aussi des tensions. Donc moi j'ai aussi la compréhension de beaucoup de choses de mon côté, de décrocher, de déléguer. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal, mais alors même maintenant, aujourd'hui, je délègue et je lâche, je surveille, je suis là et tout, mais je mets plus de pression, plus autant. Et du coup, il est beaucoup plus autonome et donc pendant une année et demie, il a travaillé avec ce monsieur. Et ça a été spectaculaire. Oui. Alors, il y a 2 choses dans ce que vous dites, Florence, qui sont très intéressantes. Il y a d'une part la confiance que vous avez pu lui donner, parce que quand
vous dites vous lâchez. Si vous lâchez, c'est que vous lui faites confiance. Oui. Et ça, c'est très important pour aider un enfant à grandir. Quand il sent que ses parents ou les adultes lui font confiance, il est donc lui-même en confiance avec lui-même et avec les adultes. Donc, il peut se projeter vers quelque chose. Et puis, le deuxième élément que vous nous racontez, qui est également essentiel, mais là, il y a un très, très grand thérapeute pour enfants, Winnicott, qui en a beaucoup parlé, psychiatre, sur le jeu, l'importance du jeu, parce que c'est dans le jeu que l'enfant travaille son rapport aux autres et au monde et son psychisme. Et un enfant qui ne joue pas ou qui n'a pas la possibilité qu'on le laisse tranquille pour jouer ne peut pas élaborer. Et plus tard, vous allez trouver un adulte qui sera en faux self, parce qu'il aura dû s'adapter à un environnement d'adulte. On lui aura demandé de se comporter d'une certaine manière, et donc il aura développé ce qu'on appelle un faux self. Alors qu'un enfant qui est dans son univers d'enfance, c'est-à-dire un univers de jeu, même si ça peut paraître, pour vous étonnant, mais que soit une petite fille qui va jouer au Barbie, un garçon aux voitures ou je ne sais, ça lui permet d'élaborer, de se construire dans un monde dans lequel il se projette, et plus tard de grandir dans sa singularité d'individu. Et c'est très très important. C'est très important. Bon, il y a tout le contexte, etc. Mais moi, c'est vrai que moi, les jeux de société, c'est vrai que j'ai du mal, parce que moi-même, j'ai un manque de patience, etc. En plus, c'est un enfant unique. En plus, je l'élève seul, donc il y avait tout. Oui, puis il y avait toute votre culpabilité de mère. Il y a ça, non mais et du coup, et puis avoir fait tout le travail en amont avec la psychologue qui m'a fait comprendre énormément de choses aussi. Mais pas moi avec un psychiatre. Vraiment. Pour aussi, avec lui, décharger les tensions, en parler, et qu'elle me déculpabilise de plein de choses, en sa présence. Mais après, quand on a commencé avec ce monsieur, c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, c'est pas possible, on va jamais y arriver. Et en fait... Et alors du coup aujourd'hui, il termine son cycle primaire sans avoir redoublé, donc ça a été au prix d'efforts, de suivi, que ce soit pour lui, parce que lui aussi il décroche pas. Donc ça souvent maintenant, ses maîtresses, ses maîtres savent très bien qu'il est suivi. Enfin, il y a vraiment une coordination avec l'équipe, moi et même à un moment donné, elles étaient encore en lien avec l'équipe du CMPP, justement pour savoir comment le prendre en classe, comment arriver, parce qu'elles étaient perdues. Et après, là, cette année, on a commencé un suivi avec une orthophoniste, puisqu'il y a un problème de logique maths particulièrement, mais aussi une logique français, enfin une méthodologie qu'il a ratée durant les premières années où il y a eu les gros problèmes. La logique, et là on le travaille avec l'orthophoniste. Et c'est pareil maintenant, moi j'ai paniqué quand on m'a dit ça, parce que problème de maths, etc. Donc on commençait les divisions, on n'y arrivait pas, de nouveau on se reprenait un petit peu la tête, donc j'ai laissé, et j'ai trouvé, en discutant avec la maîtresse et tout, on m'a dit allez voir une orthophoniste. J'ai contacté une orthophoniste, mais les orthophonistes logique maths qui ont cette formation, elles ne sont pas nombreuses, c'est une formation supplémentaire. Ah d'accord. Voilà. Donc ça a été aussi toute une recherche dans la ville où je suis. On a trouvé quelqu'un, et c'est pareil, je délègue. Écoutez, Florence, bravo, c'est extra. Alors justement, je voudrais prendre à l'antenne en même temps que vous Anna qui est là, qui a 22 ans, qui est animatrice et qui fait des ateliers d'anglais, et qui voulait également apporter son témoignage de professionnel. Vous êtes là, Anna ? Oui, je suis là. Oui, bonsoir Anna. Alors, bonsoir. Moi, j'ai écouté. Bonsoir. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que venait de dire. Le témoignage de Florence. Moi, j'ai pas retenu votre prénom. De Florence, oui. Voilà, c'est très intéressant, et je pense, je crois beaucoup à toutes ces méthodes. J'ai également ma maman qui dirige un centre pour jeunes personnes handicapées, et tous ces thérapeutes, je pense, ont représentent beaucoup de soutien dans plein de situations pour des jeunes handicapés, mais aussi pour des enfants dans des situations dites normales. Et je pense qu'effectivement, ça peut beaucoup aider. Je trouve ça très intéressant. Mais pour répondre plus directement, est-ce que demandait Michel par rapport à ce qu'elle pouvait faire, parce qu'à côté
de toutes ces interventions que les parents pourraient mettre en place pour cette jeune fille avec qui Michel travaillait. Je pense qu'elle-même, dans son travail qu'elle fait avec elle, ça doit sûrement être des interventions qui sont assez courtes. Je ne sais pas combien de temps elle peut travailler avec elle en cours particulier. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais si elle ressent directement qu'effectivement la jeune fille est perturbée par autre chose, qu'elle est préoccupée. Il y a une chose que j'ai beaucoup entendue autour de moi, parce que à part ma maman, on est tous dans l'éducation, c'est l'accueil des sentiments. Et on en a parlé un petit peu plus tôt. Ça, c'est un conseil pour Michel, oui. Voilà, je pense qu'il est important, si elle s'en rend compte, qu'elle puisse lui dire « Oui, je comprends, c'est difficile, j'ai l'impression que tu as du mal à te concentrer, tu as plein de choses dans la tête. Ah oui, j'entends, ça doit pas être évident pour toi, tu sais, je te comprends. » Qu'elle puisse tout simplement, sans tout de suite essayer de lui trouver une forme de solution, juste écouter et entendre. Et accueillir ce qui se passe pour elle dans le moment. Exactement. Oui, ce que je lui disais en lui disant de lâcher si elle la sentait pas concentrée ou pas bien. Et par la suite, pardon. Oui, Florence, Anna. Et par la suite, c'est marrant parce que vous avez également aussi parlé de jeux, Florence, et qu'on a un peu développé ça. Dans le cadre des ateliers que moi j'anime et que mes animatrices animent, effectivement, les ateliers, c'est pas des cours. On aborde l'anglais de façon très ludique, et je me suis rendu compte que à quel point ça pouvait servir, comme vous en parliez tout à l'heure, et même Michel, dans son cours particulier avec elle peut beaucoup s'en servir dans le sens où, en faisant des petits jeux qui sont adaptés à la matière en question, des petites choses qui vont pas forcément être grandes choses et pas forcément apprendre énormément, mais simplement montrer à la jeune fille qui est là en face de ces jeux ou de ces exercices qu'elle va arriver à prendre du plaisir à faire ce qu'elle est en train de faire, et qu'à la fin de ce plaisir, de ce moment de plaisir qu'elle va associer à son devoir ou à cette matière, elle va réussir quelque chose. Ça va être une situation de réussite pour elle qui va la motiver, qui va lui donner envie, non seulement pour le moment où elle est avec Michel, mais ensuite, on espère, de façon plus globale, par rapport à sa situation scolaire, par rapport à cette concentration qu'elle a du mal à acquérir. Et en fait, elle va pouvoir non plus se préoccuper sur ce qui l'angoisse et ce qui la gêne dans sa vie, mais peut-être trouver justement un échappatoire dans le plaisir qu'elle va ressentir. Oui, ça va créer de la détente. Vous en pensez quoi, Florence? Tout à fait. Et le rôle effectivement, ce qu'elle peut faire, comme effectivement c'est une grand-mère et qui la voit certainement pas trop énormément, enfin pas énormément, et aussi effectivement le jeu, et la déculpabiliser et lui faire comprendre qu'effectivement c'est pas de sa faute, que si elle peut pas se concentrer, c'est qu'effectivement il y a des choses dans sa tête. Les gens avec qui j'ai discuté m'ont bien fait comprendre que mon fils, à un moment donné, il y a 2-3 ans, alors que je me battais pour qu'il lise, il a commencé à se mettre à lire. Et quand j'en ai parlé à la spécialiste, elle m'a dit c'est normal, parce que maintenant il peut se concentrer parce qu'il est libéré de plein de choses. Et en fait, si on se remet en tant qu'adulte, on est pareil. Parce que moi je sors de galère, enfin ça commence à se calmer. J'ai repris une formation cette année, je suis à l'école d'aide-soignante, mais je peux maintenant me concentrer réellement dans mes études parce que j'ai réglé pas mal de choses. Vous avez tout à fait raison, c'est très juste. Oui, c'est valable pour nous aussi. J'étais encore dans des tas de problèmes. Je dis pas que ma situation elle est réglée aujourd'hui, mais il y avait encore énormément de choses, et c'est pareil. Les adultes ils peuvent pas lire ou se concentrer sur quelque chose si il y a les problèmes d'enfants, il y a les problèmes d'argent. Au bout d'un moment, avec l'âge, on se dit on peut plus, on n'arrive plus. Et les enfants c'est pareil. Et ce qu'elle peut faire en tant que grand-mère, effectivement, c'est jouer, arrêter de se focaliser sur les devoirs. Les devoirs, qu'elle doit faire ça, etc. Et effectivement, jouer avec elle et que ce soit ludique, un moment de détente avec sa grand-mère et la déculpabiliser. Oui, la Florence, dans le cas de Michel, c'est un peu différent parce qu'elle est professeure, c'était pas la grand-mère de la jeune fille, elle venait en tant qu'aide professeur, voilà. Mais enfin, vous avez raison sur le fond du propos, tout à fait. Et Anna, que vous vouliez rajouter quelque chose? Non, simplement que je suis d'accord avec ce qui se passe, et vraiment je me suis rendu compte avec ces ateliers que le fait d'aborder les choses d'une manière différente permettait ensuite d'avoir une aisance
complètement différentes. Justement, par rapport à l'anglais, on sait bien à quel point les petits Français sont un peu traumatisés de leur expérience avec l'anglais. Ouais. Et on a vu des résultats avec les ateliers dont je ne peux pas dire le nom tout de suite, qui sont superbes parce que justement, c'était tout d'un coup les mettre dans une situation de plaisir et ils l'abordent complètement différemment. Et l'apprentissage, c'est vrai que quand il est du plaisir, l'apprentissage, c'est un processus de plaisir, vous avez raison. Il faut apprendre. C'est étonnant les progrès. Là, avec l'orthophoniste, actuellement, c'est le même principe. Et curieusement, ça fait même pas 3-4 mois qu'on a commencé. Et il commence à avoir des progrès. Et c'est pareil, je me focalise plus, je m'énerve plus, je passe pas des heures sur les devoirs, sur les mathématiques, je laisse faire la professionnelle. Et il est très autonome et il commence à... je dis pas que c'est réglé, il sait, lui et moi, on sait que ça va être long, mais il s'accroche. Et ça, je le félicite régulièrement en disant qu'il aurait pu décrocher lui, en disant j'arrête tout, j'ai plus envie d'y aller. C'est une orthophoniste qu'on a trouvée de par ma disponibilité, etc., et de par sa formation le samedi matin. Donc imaginez, le samedi matin, on se lève très tôt, lui et moi, pour être chez l'orthophoniste, alors que c'est son jour de congé. Et il se lève et il y va. Et c'est vraiment étonnant. Écoutez, bravo Florence, tenez bon et merci en tout cas de votre témoignage. Merci à vous également Anna. Bonne fin de soirée ou début de nuit à vous deux et merci de nous avoir appelés pour rebondir sur les témoignages de Michel. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Bonsoir Paul. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors vous vouliez nous parler de crise, vous dites crise de la quarantaine, mais crise de couple en fait, c'est ça ? Voilà, on va dire crise de la quarantaine. Tournant, on va parler de... Non ? Tournant ? D'un tournant ? Je sais pas. Oui, un tournant. Si la route tourne, oui. Oui, aujourd'hui, je comprends. C'est pas la roue qui tourne, mais peut-être la route qui est un tournant. Non, je plaisante. Peut-être, c'est la question qu'on se pose avec ma femme. Donc, après 15 ans de vie commune où tout va bien, où il semble que tout se passe bien, on a quand même le sentiment que voilà, à 40 ans, bon, elle a 1 an de plus que moi. Oui. Et moi, j'ai 40 ans dans 2 mois. La vie fait que je pense que ça a commencé quand ses plus proches amis ont divorcé l'année dernière. Oui. Elle s'est posé des questions, on en a parlé ensemble, etc., sur quelque chose qu'on ressent tous les deux, qui est là une forme de lassitude, une forme de train-train quotidien, de ronronnement qui nous convient de moins en moins, où le désir s'espace de plus en plus. Oui. Et qui fait qu'on se demande si on va pas se séparer, alors qu'apparemment tout va bien. Donc est-ce que c'est normal ? Est-ce que ça va passer ? Comment est-ce qu'on peut faire alors qu'on se parle, on n'est pas, oui, alors justement, oui. Donc il y a de l'amitié, j'entends, entre vous. Oui, voilà, oui, c'est ça. C'est important ça, l'amitié dans un couple. C'est même un des fondements de l'amour. L'amitié, c'est fort. C'est vrai. Mais oui. Et justement, on se dit, est-ce qu'on n'est pas simplement des amis ? Parfois, je l'appelle ma colocatrice. Mais oui, alors c'est vrai que vous voyez la frontière amitié, parce que ce qui se passe, c'est que bien sûr c'est la passion qui s'émousse avec le temps, mais il y a autre chose qui prend le relais, quelque chose de fort en général qui peut se construire justement à base d'une amitié forte, auquel viennent s'ajouter de la tendresse. Alors évidemment, on est dans une société où on arrive à des âges où voilà, vous êtes en super forme, quoi. Jusqu'à 40 ans, vous êtes tout jeune, donc avec effectivement encore plein de ressources passionnelles, on peut dire, à vivre, ou en tout cas des envies de vivre quelquefois autre chose. Et puis la société d'aujourd'hui pousse et est prête à ça. En même temps, vous avez des enfants, non ? Vous avez des enfants ? Voilà, on a 3 enfants. 3 enfants, voilà. Parfois on se dit, voilà, sur les enfants, on aurait effectivement pris chacun la tangente, quoi. Mais il reste de la tendresse entre vous, de l'attention l'un à l'autre. Est-ce que ce que je fais chacun, l'un pour l'autre, a de l'importance ? Ou plus trop ? Encore un peu, mais c'est comme si on se forçait. Ah, on forçait
à se demander, voilà, si ça va, le travail, des choses, mais en se disant, enfin moi je le ressens comme ça là pour le coup. Oui. On n'est pas allé jusque là parce que ce serait vraiment, enfin bon, pourrait. C'est tout se passe comme si, voilà. Encore une fois, c'est un peu mettre au boulot dodo, quoi. Et parce que c'est vrai que, oui, ce qui est important, c'est qu'il reste il y a plus de projets entre vous. Parce qu'un couple, il tient sur des projets aussi. Vous voyez, sur des envies. Je parlais d'amitié tout à l'heure, mais c'est vrai que l'amitié aussi est liée à ça, c'est-à-dire de l'envie de faire ensemble, donc du projet, de quelque chose à réaliser. Alors c'est vrai qu'une fois que on a fait des enfants, que les enfants grandissent, ça prend beaucoup d'énergie, ça divise souvent les couples, enfin de s'occuper d'une famille, mais s'il y a un relais par ailleurs de, je sais pas, de passion, de voyage, de hobby, de projet de maison, de j'en sais rien, enfin de tout ce qui peut animer un homme et une femme ensemble, ça c'est important parce que ça rend un couple très vivant. Est-ce que ça, vous avez ça? Vous avez raison. Oui. Mais c'est vrai que tout se passe comme si tous les projets passaient autour des autres et pas entre nous deux. Pas entre vous deux. Les projets autour des enfants, les projets avec les copains, les parents des uns ou les parents des autres, les fêtes avec les copains, les fêtes, les choses où tout va s'organiser, où on se retrouve plus l'un et l'autre. Donc c'est vrai que il y a toujours, par exemple, une bonne excuse. Vous avez parlé tout à l'heure de passion. Oui, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ce qui fait que, par exemple, quand je parlais de manque de désir, au bout d'un moment, ni l'un ni l'autre, ne retrouve l'homme ou la femme, quoi. Retrouver l'homme ou la femme, et ça va toujours être effectivement l'ami ou la chose qu'on fait. Les projets qu'on fait en commun. Donc c'est vrai que on a acheté un appartement, donc maintenant. On va pas remettre ça. Oui. Non, mais j'entends bien. C'est plus que ça nous lie, que ça nous. Oui. Plus comme pas un boulet ou un fardeau, mais voilà. Donc du coup, après, là-dessus, effectivement, se posent des problèmes de grande frustration sexuelle quand on se dit que on va attendre pas une semaine, 2 semaines, mais 1 mois ou 2 mois. Oui, non, mais c'est pas possible ça. La chose, non, juste c'est pas possible, Paul, dans un couple, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver le moyen. Soit vous arrivez, parce qu'un couple c'est un jardin, ça se cultive. On plante, on taille, on replante. Il y a des saisons, il y a l'hiver, il y a des plantes qui meurent, il y a le printemps, il y a des étés. Donc un peu comme à l'image de la vie, mais il faut un peu s'en occuper. Donc ça veut dire pour qu'il y ait du désir, on sait que le désir, il a quand même une petite racine dans le mystère, dans le jeu, dans le fait. Donc, il y a des couples qui ont un certain talent pour entretenir ça, pour entretenir ce jardin-là. Et ce jardin-là, il faut qu'il soit entretenu parce que sinon, il est envahi par les mauvaises herbes, c'est-à-dire effectivement par toute l'énergie prise par les enfants, les contraintes, les factures, les familles, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, si vous sentez qu'il y a encore quelque chose, en tout cas, il y a peut-être quelque chose à tenter qui vaille le coup, qui est déjà de partir en tête-à-tête, d'essayer de vivre des choses que vous avez aimé vivre au début de votre relation, d'essayer de reconstituer un environnement qui permette au désir d'être présent, parce que forcément du désir vous en avez chacun dans votre coin, vous voyez, en tant qu'homme ou en tant que femme, forcément. Donc c'est ce désir ensemble qui fonctionne plus. Alors est-ce que y aurait moyen, vous voyez, de trouver entre vous? Encore faut-il que il faut un petit peu le décider quand même, ça va pas tomber du ciel. Vous voyez, souvent on pense que on se réveille un matin et hop, on désire son conjoint. Non, c'est pas tout à fait le cas. Donc ça demande un petit peu un changement de regard, une attention, des conditions. Parce qu'on se pose la question, faire un break. Alors c'est très dangereux, c'est-à-dire que on les connaît, les breaks de 15 jours, quelques mois qui se transforment en rupture parce que il y en a un qui va prendre la tangente avec quelqu'un d'autre. Donc le break, c'est quand on n'arrive plus du tout à se parler, vous continuez à vous parler. Est-ce qu'il n'y a pas, avant d'envisager le break, soit
éventuellement une thérapie de couple, mais je ne sais pas si vous le sentez, ou alors déjà d'essayer de créer des conditions de voyage ensemble, d'être à deux, d'aller, je sais pas, vous acheter une jolie robe avec elle ou autre chose, enfin quelque chose qui puisse, trouver un véhicule pour votre désir et de voir qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là. Est-ce que vous arrivez à retrouver des étincelles dans des moments choisis, un peu romantiques, un peu sympas, d'un homme et une femme qui ont envie de faire quelque chose ensemble tous les deux? Alors, possible ou pas. Je disais, c'était hier soir à un des auditeurs de lire Éloge de l'amour d'Alain Badiou. Alors, je vous le conseille, parce que ça peut être un truc sympa à lire ensemble. Parce qu'à un moment donné, Alain Badiou, Badiou, qui est philosophe, qui a écrit un très joli livre qui s'appelle L'éloge de l'amour, et dont il explique comment cet amour et la longévité d'un amour dans un couple est aussi une construction et quelque chose dont on prend soin, dont les deux parties prennent soin. C'est vrai qu'on essaye de faire ça et on a réussi effectivement à se préparer un week-end en amoureux, mais comme c'est difficile, ça arrive tous les 6 mois, on ne fait pas des week-ends souvent. Il faut en faire plus. Et ça s'est passé comment ce week-end-là? Ça s'est bien passé. Oui. Vous avez retrouvé des étincelles, c'était chouette. Ça s'est bien passé, on s'est retrouvés, voilà. Et l'effet a duré combien de temps du week-end derrière? Est-ce que tout de suite c'est retombé comme un soufflé ou quand même? C'est retombé comme un vent. Tout de suite c'est retombé dans le train-train dès qu'on a repris là. On habite à Paris. Oui. Dès qu'on est revenu sur le périph'. Le périph' ou pour chez les vaches, et ça retombé dans les problématiques. Est-ce qu'on a appelé un tel? De fatigue, d'environnement social et familial qui proche et lointain, qui vous bouffe un peu la vie. Donc c'est vrai que l'idée c'est si on n'était pas en vacances, si on n'est pas en vacances tout le temps, on va se retrouver tous les 2 mois. Moi, c'est une question que je me pose souvent et qui est très difficile à poser à des proches ou à des pas proches. C'est justement cette question-là de quand est-ce que vous vous retrouvez. Autrement dit, très clairement et de manière très directe, combien de fois par mois, les couples mariés, au bout de 10-15 ans font l'amour. Est-ce que c'est une fois par mois et ça va, il faut pas s'inquiéter? Est-ce que c'est plus ou moins? Évidemment, ça va dépendre de chacun. Mais c'est une question que je me pose souvent. Je me dis, mais au bout de 2 mois, parce qu'au début c'était toutes les semaines, après toutes les 2 semaines, après toutes les 3 semaines, après tout. À un moment, j'ai même noté parce que c'était mais là ça fait genre 2 mois quoi. Et ça alors justement votre et ça vous en avez parlé ensemble? Oui. Parce que en fait, qu'est-ce qu'elle dit elle dit mon qu'elle désir, a plus de désir. Qu'est-ce qu'il est, faut me respecter comme ça, j'ai pas envie de faire ça tout le temps, c'est très bien tous les 2 mois. Enfin, c'est très bien ce rythme-là. Elle dit tous les mois, mais moi je sais que c'est tous les 2 mois. Oui. Bientôt, ça sera tous les 3 mois, je me dis. Puis après, une fois par an. Est-ce que c'est naturel d'être comme ça? Je me dis, voilà, quand on a 100 ans, on peut pas faire. Non, un couple qui fonctionne bien, non. Mais nous, on a 40 ans. Donc. Non, mais bien sûr, non, mais Paul, vous avez tout à fait raison, et vous êtes dans quelque chose effectivement de légitime, vous voyez, dans vos propos, parce qu'un couple qui fonctionne harmonieusement, c'est quand même un couple qui a une sexualité épanouie, régulière, qui se touche, qui s'embrasse, qui se câline. Donc c'est important, bien sûr, c'est l'essence même d'ailleurs, je pense, d'un couple qui va bien. Donc vous avez raison et d'ailleurs le problème du couple, vous voyez, il s'exprime là-dedans, il s'exprime pas ailleurs, il s'exprime bien là. Vous dites on s'entend bien, tout va apparemment bien, sauf que le cœur de l'intimité, lui, il est atteint, il y en a plus. Ou en tout cas plus suffisamment. Mais ça, ce serait bien. Alors là, pour le coup, parce que là, elle se sent sans doute un peu acculée en tant que femme, en se disant non, mais moi, ça va très bien, il n'y a pas de souci, tout ça est normal. Les enfants, j'imagine, sont assez jeunes encore, non? Oui, c'est ça, 5 et 10 ans. Oui, c'est ça. Donc, ça prend de l'énergie. Voilà, donc elle est sans doute... Elle me dit, le problème, c'est que comme on se parle directement et sans se crier dessus, elle me dit, t'as qu'à aller voir ailleurs. Je dis, non, je ne vais pas aller voir ailleurs. Oula. C'est pas ma mentalité. Et puis, en plus, je me vois pas du tout. Et puis, voilà. Et elle serait prête, et si vous la provoquez en lui disant, mais tu serais en prête? rigolant, je dis, oui, mais non, elle le sait que non. Et puis au début de notre relation, notre mariage, c'était,
le jour où tu me trompes, je te quitte direct. Mais oui. Moi, j'ai pas envie de la perdre. Donc là, qu'elle ait changé d'attitude, je le prends comme un défi qui est faux, quoi. Oui, bien sûr. Au contraire, quelque chose de très dangereux. Parce que dans son fort intérieur, elle n'est pas comme ça. Donc, il y a peut-être des gens qui sont plus souples, mais c'est pas son cas, à mon avis. Donc, j'ai très peur de ça, en me disant, mais attendez. Oui, vous avez raison. Je dois y aller, je dois pas y aller. Non, vous avez raison. Non, faut pas l'écouter là-dessus. Voilà, j'ai 40 c'est de la provoque. Comme vous dit au début, je sais pas que je suis fougueux, mais je me dis. Ah, mais non, je vais pas attendre. Ça me paraît tout à fait ça. Entendre plus pour me dire, je suis passé complètement à côté de ma vie. Ah oui, ce serait dommage. Non, mais par contre, c'est vrai que moi, ce que j'entends dans ce que vous me racontez, et je trouve ça très, très touchant d'ailleurs, c'est que vous tenez à elle et vous le dites très clairement. Je pense que voilà, sans doute comme la communication se passe bien avec elle, c'est qu'elle tient bien sûr à vous. Sinon, il y aurait de la rancœur, de la haine, des tensions, ce qui n'est pas le cas. Donc, il y a comme un petit réglage, enfin, vous voyez, si je peux prendre ce mot-là entre vous pour retrouver. Quand vous êtes partis là, le fameux week-end là, là vous avez retrouvé du désir, une intimité. Oui. Oui, donc c'est juste, voilà, donc c'est juste qu'il n'y a pas les conditions de détente pour elle, et ça peut être très féminin, surtout à un certain âge avec des enfants bas âge, qui lui permettent, elle, de se détendre suffisamment pour placer dans l'agenda, on va dire, des 24 heures, en prenant la nuit prise dans l'agenda, comme un moment de détente. C'est-à-dire ça fait plus partie du cadre, sans doute, pour elle. Ça fait plus partie du timing, effectivement. Oui, ça fait plus partie, c'est en trop. Voilà, c'est en trop. Il faut se lever, oui. Et même le week-end, voilà. Oui. Donc effectivement, il faut se ménager beaucoup de week-ends pour y arriver. Alors que je me dis que voilà, c'est vrai que la journée a 24 heures, mais on peut quand même trouver. Ça vaudrait peut-être le coup quand même mais enfin, si elle est d'accord, ça vaudrait peut-être le coup si vous le sentez, tous les deux, d'aller en parler avec un thérapeute de couple, parce que vous voyez, c'est vraiment, enfin, ça paraît à la fois anodin et profond en même temps, c'est-à-dire à la fois anodin parce que. Oui, je me dis tout le monde a ça et. Oui, mais je ne me rends pas compte. Non mais. C'est la question que je me posais. Au bout d'un certain temps, est-ce qu'il ça existe? J'ai cherché sur Internet, j'ai pas trouvé. Est-ce qu'il y a des statistiques de fréquence de relations sexuelles? Non, il y a des statistiques, vous savez, sur les Français, sur l'ensemble des Français. En fonction de l'âge et tout ça. Voilà, il y a des statistiques par âge sur l'ensemble des Français, mais c'est pas effectivement, et c'est dans mes souvenirs, mais je crois que c'est l'IFOP qui fait ça, mais c'est pas catégorisé par situation, par âge. C'est surtout qu'en fait vous traversez un âge de votre vie, enfin un âge du couple et un âge de votre vie, où en fait les enfants étant en bas âge et vous êtes sans doute à des pressions fortes dans vos carrières, vous êtes au maximum de votre pression dans les quotidiens, c'est-à-dire à la fois famille, enfants et travail. Donc alors autant la sexualité d'un homme peut être on va dire a peut-être moins besoin d'un certain contexte, peut-être que celle de la femme a besoin d'un certain contexte qu'elle n'arrive pas à trouver dans le contexte actuel, et qu'il y a peut-être ça à retrouver, et peut-être d'en parler avec elle d'ailleurs avant même d'aller voir un thérapeute, d'essayer d'enquêter auprès d'elle là-dessus, de voir quelles seraient pour elle les conditions idéal ou possible, sachant qu'on peut pas changer ce qu'on peut pas changer. C'est-à-dire, le quotidien, il reste le quotidien. Mais qu'est-ce qui pourrait... Parce qu'on en a parlé, elle m'a dit, arrêter mon boulot, partir en vacances. J'ai dit, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais est-ce que, par exemple, avant de se coucher, je sais pas, voilà, si vous regardez la télé jusqu'à pas d'heure, ou si vous bouquinez, enfin, je sais pas quelle est l'activité du couple, voilà, avant d'aller vous coucher, il y a peut-être là quelque chose à inventer, ou au réveil, j'en sais rien, ou mettre le réveil un peu plus tôt, ou voilà, d'essayer d'inventer un truc dans lequel elle se sentirait bien, c'est-à-dire détendue, parce qu'elle est pas détendue. Elle doit mouliner tout le temps dans sa to-do list. Il y a ça à faire, il y a les enfants, il y a machin à appeler. Enfin voilà, je peux facilement imaginer dans quoi elle est. Donc du coup, c'est peut-être simplement arriver à l'aider à se détendre, parce qu'elle risque de ressentir votre désir comme une pression, et elle peut pas vous donner satisfaction. Et quand elle vous dit t'as qu'à aller voir ailleurs, c'est une façon de vous provoquer en disant moi j'y arrive pas, donc si t'es pas content, mon vieux, va voir ailleurs. Ce qui est à la fois violent pour vous et violent pour elle, ça résout rien. Et en plus, elle se fait mal, mais elle doit se sentir pas bien, elle non plus, avec ça. Oui, j'imagine.
Donc, si vous avez un bon dialogue avec elle, ça vaut le coup d'en parler et d'essayer de faire un pas en comprenant que c'est pas simplement votre désir d'homme tout seul dans son coin et le sujet il est pas là, c'est un sujet à deux, un sujet de couple aussi important pour elle que pour vous, et que peut-être qu'il y a des conditions, un petit truc à trouver ensemble pour pour réenclencher du désir, pour petit à petit, pour retrouver quelque chose de sympa, quoi, de gai, de doux, de tendre, de câlin. Vous voyez, tous ces éléments-là. Alors ça peut être, je sais pas, lire un livre sur l'amour, comme celui que je vous propose avant de vous coucher, de faire une lecture commune. Enfin, on peut inventer n'importe quoi. Vous nous avez conseillé là. Voilà, mais ça peut être, il y a d'autres. Alors les auditeurs réagissent. Il y a Lise qui dit: nous avons 35 ans de mariage, ils ont donc 55 et 56 ans. Nous faisons l'amour 3-4 fois par semaine. C'est le ciment de notre couple. Attention, couple en danger. Et puis il y avait ah oui, d'ailleurs je pense à ça, je crois qu'il est toujours en kiosque. Il y avait le Marie-Claire, je crois, de ce mois-ci qui parle de ces couples qui tiennent effectivement par la sexualité. Et puis alors il y a Néjoud qui dit: vous êtes plein de bienveillance et de douceur malgré cette situation désagréable, vous êtes un mari admirable. Un mari admirable. Avec ça. Qui dit ça? Une femme ou un homme? Non, c'est un homme, je pense, parce que c'est Néjoud, il a envoyé des SMS tout à l'heure, donc c'est un homme qui, je pense, est très très admiratif. Et puis un autre auditeur qui dit: après 15 ans de vie commune, il y a beaucoup d'attachements, même masqués. Vous me paraissez souffrir de fatigue de la routine. Ne pouvez-vous pas prendre ne serait-ce que quelques jours de vacances à deux sans les enfants et loin de votre routine? Un peu plus souvent, oui, ce que vous avez essayé de faire, mais pas évident. Non, mais c'est dans le quotidien, vous voyez, Paul, qu'il faut trouver quelque chose là. Donc essayez de réfléchir à inventer, à la surprendre, à vous surprendre ensemble, et à ce qu'elle se détende surtout, parce que je pense qu'elle a du mal à se détendre, tout simplement. Ça c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre appel. Merci Paul. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Bonsoir Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Voilà, moi je vous appelle pour un gros souci que j'ai avec mon ex petite amie. Voilà. On est resté, vous m'entendez, oui? Oui, tout à fait. Oui. On est resté 2 ans ensemble, on n'a pas habité ensemble. Hein. Je l'ai connu sur un site, et puis ça a marché, on a 10 ans d'écart, elle est plus jeune de 10 ans que moi. Oui. Elle est prof de danse, et puis on a fait un parcours de 2 ans super magnifique et merveilleux, m'aimer à la folie. Pour que vous puissiez la sonner, je vous lis juste un petit mail qu'elle m'a envoyé là, et après je vous dirai pourquoi elle m'a quitté. Un dernier petit mail d'amour pour finir l'année, une année que nous avons passée ensemble chaque mois, avec le week-end de bonheur au fil des saisons, au resto ou dans notre petit nid, et toujours tant d'amour, de simplicité et de bien-être grâce à toi, à ta patience, à ta chaleur. Alors je tiens à te remercier d'être toi et de me donner tant d'amour jour après jour. Magnifique. Je souhaite que tu sois heureux dans ton travail, près de ta famille, aussi bien que de la mienne. Cette nouvelle année soit à l'image de celle qui se termine. J'espère que tu auras toujours autant de détermination et moi beaucoup plus de douceur et de chaleur à ton égard. Oh, c'est magnifique. Tu resteras toujours mon doux roi dans les bras duquel je me sens si bien. Ta reine sorcière. Parce que moi, je l'ai toujours appelée ma reine et elle m'a appelé son roi. Ouais. C'est beau, et ça. Le problème qui se pose, c'est que là, ça fait 15 jours que je suis dans un état, on ne va pas dire lamentable, mais enfin, je sors de l'hôpital à cause de ça. J'ai fait 8 jours d'hôpital. Ouais. J'ai fait une pancréatite aiguë. Oui. Et ça m'a mis dans un état vraiment... En plus, j'ai eu, comment on appelle ça, pas une dépression, mais le stress et tout, ça m'a tout déclenché, quoi. Voilà. Ah, les chagrins d'amour, c'est violent, hein. Oui, c'est vrai. C'est violent, le chagrin d'amour. Et voilà que là, elle m'a envoyé un mail il y a quelques jours.
Je préfère vous le lire parce que je suis un peu ému de parler comme ça. Oui, on n'a pas... Malheureusement, Jean-Pierre, pardonnez-moi, il nous reste que 10 minutes avant la fin de l'émission. Hein, donc 8 minutes. Ça va aller très vite. D'accord. Voilà. Alors, j'ai retrouvé mon ami qui était parti en Martinique et cela fait des années que je le cherche sans succès. Nous étions ensemble il y a 18 ans. Il est prof de sport comme moi, le meilleur que j'ai jamais connu. On travaillait dans la même salle et on vivait ensemble à Calas. Mm-hmm. Il est parti vivre dans les îles avec ses parents, persuadé que je le reviendrais. Mais je l'ai abandonné et je n'ai pas tenu mes promesses. Je m'en suis tellement voulu, je ne savais pas ce qu'il était devenu. Alors maintenant qu'il est là, j'ai besoin de temps pour savoir où j'en suis. Je suis déchiré de te faire tant de mal. Toi qui es si merveilleux pour moi, qui remue ciel et terre pour me rendre heureuse, mais je ne peux plus être la même pour le moment et venir passer tes week-ends avec toi en pensant à autre chose. Je ne peux pas te dire avec des mots à quel point je suis désolé, mais je n'ai pas d'autre choix que celui-là. Voilà. Ça, c'est bouleversant, Jean-Pierre. Qu'elle m'a envoyé. Vous l'avez compris? Oui, j'ai compris, mais c'est à la fois très honnête et bouleversant, Jean-Pierre. Elle joue pas avec vous, elle a l'air complètement paumée, là. Oui. Elle joue pas, oui. Oui, alors c'est très violent pour vous, bien sûr, mais en fait, alors ce qui pose question, c'est qu'elle est mis tant d'années à le chercher tout en étant avec vous, donc elle a pas fait le deuil, mais elle n'était pas passée à autre chose, et vous le saviez pas, en fait, vous, tant que vous étiez avec elle. Oui. Vous saviez que cet homme existait ou pas? Voilà, une seule fois, j'ai entendu qu'elle m'en a parlé, mais bon, j'ai pas beaucoup prêté attention. Ah oui. Voilà, parce que sinon j'aurais dit mais pourquoi tu le recherches encore pendant qu'on est ensemble et qu'on est si bien que ça, il n'y a pas de raison. Oui. Parce que moi, je lui ai dit carrément, c'est un peu comme si tu me trompais là. Oui, en fait, vous n'avez pas voulu entendre cette histoire parce qu'elle vous dérangeait, et en même temps, vous l'auriez entendue, et elle aurait pu se confier, peut-être qu'elle aurait pu élaborer quelque chose, avancer quelque chose de cette histoire. Mais maintenant c'est fait. Ouais. Et donc là, vous cherchez quel conseil par rapport à ça, Jean-Pierre? Je sais pas comment faire parce que moi j'essaie de m'accrocher. Mais il faut lui laisser du temps là, Jean-Pierre. On garde. Bon, c'est vrai que c'est bien avec. Elle habite pas avec parce qu'elle ne veut plus cohabiter. Même avec moi. Ah, ça y est, elle l'a retrouvé déjà. Il est oui, bien sûr. Et là, elle le ressort, elle refréquente avec lui maintenant. Là, il habite sur Toulon. Là, je sais que quand elle est montée sur Toulon, elle le rejoindre là ce soir. Ouais. Je pense, ce qui est important, Jean-Pierre. Non, Jean-Pierre, si vous tenez à cette femme, ça vaut le coup de se battre. Ça vaut le coup de se battre. Vous savez. J'ai pas compris. Je dis ça vaut le coup de se battre si vous tenez cette femme. Mais bien sûr, si elle est importante pour vous et qu'en plus elle dit qu'elle était bien avec vous, parce que ce qu'elle sait pas, c'est si elle est bien avec lui. Ça fait quand même 18 ans qu'elle l'a pas vu. Donc elle a une vraie histoire avec vous, elle a un vrai vécu avec vous, qui a un vécu heureux, amoureux et bien pour elle. Là, elle est en train de résoudre quelque chose d'ancien qu'elle va redécouvrir. Laissez-lui le temps peut-être de réaliser que ça lui convient, si ça se trouve pas du tout, et qu'elle était très heureuse avec vous, mais ne la lâchez pas par contre. Ne la lâchez pas. Alors quand je dis ne la lâchez pas, c'est pas faire des pressions, hein. C'est pas de la pression, mais d'être présent. Restez présent, Jean-Pierre, c'est vraiment important. De rester présent, c'est ce que je veux faire moi justement, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent tu devrais laisser tomber et passer à autre chose. Et moi, je dis non, c'est pour ça que j'ai préféré vous appeler pour demander conseil, parce que je sais que... Non, battez-vous, ça vaut le coup, parce que quand vous me lisez, c'est bien que vous ayez lu ces mails, parce que le premier mail, il dit bien la belle histoire que vous viviez, que vous avez vécue, il y a des mots, et même son autre mail, il est respectueux de vous. Vous voyez, elle vous dit pas c'est fini, elle vous dit je suis perdue. C'est pas la même chose. Et elle a besoin, comme elle a fantasmé pendant des années sur cet homme qui était parti, il y a quelque chose qui ne s'est pas terminé à ce moment-là et qui a besoin de se terminer aujourd'hui sans doute. Vous savez ce que je lui ai dit? Moi, je lui ai dit, je pense que
je crois pas que tu aies des sentiments encore pour lui après 18 ans ou que tu l'aimes, non. Je crois que tu te sens culpabilisé de l'avoir abandonné et de ne pas l'avoir rejoint comme il attendait. Oui. Vous lui avez dit ça? Oui, c'est bien. Elle m'a pas répondu quand je lui C'est pas grave, Jean-Pierre. C'est bien que vous lui ayez dit ça. Et surtout maintenant, envoyez-lui de temps en temps, je sais pas, un petit SMS, un petit mail pour lui parler de vos sentiments et combien elle est importante pour vous. C'est pas de la plainte, hein. L'idée c'est pas de lui dire à quel point, enfin bien sûr vous pouvez dire à quel point vous êtes malheureux, mais pas dans l'aspect victime, mais dans l'aspect que vous tenez à elle. Il faut qu'elle le sache et qu'elle l'entende. Et régulièrement, parce que vous restez présent. Voilà. Ah oui, par contre, elle ne coupe pas les téléphone, elle me téléphone aussi. Hein. Ah, voilà, bah vous voyez. Oui, la journée, comme là, bon, elle m'a dit, oui, je monte à Toulon, mais demain, quand je rentre, moi, je te fais sonner le téléphone. D'accord, donc il y a une vraie relation d'amitié aussi entre vous. Il y a une relation très forte. Oui, voilà. Il y a de la confiance, en tout cas. Comme ça, mais moi, je lui ai bien laissé entendre que je ne veux pas la laisser tomber, que je tiens à elle et que... Je veux retrouver son amour. Ouais, super, bravo. Ouais. Non, Jean-Pierre, vraiment, restez bien dans cet axe. Et je sens dans votre voix, enfin, vous voyez, vous n'êtes pas dans la vengeance, dans la haine, vous n'êtes pas dans l'homme blessé qui est jaloux et furieux. Non, et pourtant, c'est vrai que, je vous avoue que j'ai lu des choses désagréables. Bien sûr. Bah oui, mais bien sûr. Et chaque fois que je revenais, je m'excusais, excusez-moi, mais j'en ai tellement plein sur le cœur. Bah oui. Et elle me répondait, mais je ne t'aime pas, au contraire, c'est tout à fait légitime et je comprends très bien ta souffrance et je sais aussi qu'elle en souffre parce que bon, elle dit qu'elle ne m'aime pas, mais je ne le crois pas. Je pense qu'elle dit ça pour disons, adoucir la chose. Quoi. Oui, voilà, pour moins que ça me fasse mal, je pense. Oui. Ouais. Mais parce qu'une femme qui vous dit, par exemple, à présent, mon bonheur passe par le tien, c'est quand même pas rien non plus. Non, vous avez raison, Jean-Pierre. Oui, moi j'attache beaucoup d'importance. Mais bien sûr. Des mots. Oui. Vous savez, elle m'a fait des mails. Je crois que n'importe quel homme aimerait recevoir des mails aussi bien, aussi beau. Vraiment, on voit que c'est des mails d'une femme amoureuse, quoi, je veux dire. Pas. Et je les ai tous gardés, j'en ai fait 23. Vous allez me dire, mais vous êtes. Il y a de quoi faire un joli livre. Mais... 23, je les ai tous gardés. Ouais, vous avez bien fait, bien fait. Et ça aurait fait, j'avais réservé un hôtel et tout, là, on devait partir dans les roches, sur la côte d'Azur, là. Ouais. Pour le 2 ans qu'on était ensemble, le 1er mai, justement, c'était connu. C'était une belle histoire, parce que là, quand j'ai connu, j'étais à Marseille, là. Mais c'est bien, Jean-Pierre, de garder... vous voyez, c'est bien, elle vous appelle, de garder un contact avec elle. Donc, effectivement, ne la lâchez pas, parce qu'on sent que vos sentiments sont très profonds, et les siens le sont sûrement aussi. Surtout si vous le sentez, vous pouvez vous faire confiance là-dessus. Et puis, laissez-la vivre ce qu'elle a à vivre et à régler en étant juste présent, en lui tenant la main. Hein, elle disait aussi que bon, c'est comme si elle l'avait jamais quitté quand elle l'a retrouvée là. Oui, mais bon, laissez-la vivre. Elle avait beaucoup d'affinité aussi. Oui, mais vous savez, le quotidien va se charger de quelquefois de remettre les pendules à l'heure. Donc, faites-vous confiance, Jean-Pierre. Merci de nous avoir appelés. Bon courage. J'espère que vous allez la retrouver. Ça fait au moins, ça va faire la 3e fois que je vous appelle. Tant mieux. J'espère que vous allez la retrouver. Merci, Jean-Pierre. Merci à vous. Je vous remercie de vos conseils. Et puis, pardon à Néjoud. Oui, au revoir, Jean-Pierre. Et puis, juste avant de nous quitter, pardon à Néjoud, qui est un prénom féminin. Voilà, pardon à Néjoud, et ça, c'était pour Paul. Donc, Néjoud a dit à Paul qu'il était un mari admirable, et ça venait d'une femme. Allez, très bonne nuit à vous. Il est 1h. On se retrouve demain, et le flash vous est présenté par Anne-Sophie Belbir. Bonsoir, Anne-Sophie.